Bonjour Eric, je me rappelle de notre rencontre à Nice, c'était en 2016 je crois, pour un event d'une semaine sur la cybersécurité. Tu m'avais alors été présenté par l'un des organisateurs comme étant une des références dans le monde de la vertu, mais tu as quand même écrit des livres, non? Bonjour Fabrice. Ben, merci pour l'invitation. Et effectivement, moi aussi, je me rappelle de l'event à Nice. C'était une formation sur la cybersécurité, effectivement, une norme en particulier. Et effectivement, je travaille depuis très longtemps dans le milieu de la virtualisation. Et il se trouve que coécrit deux livres sur le produit vSphere de VMware. Cool. Moi, en fait, tu vois, j'ai pas trop connu ce monde-là, le monde de la vertu. J'ai quitté en fait ma position d'administrateur système au moment où ça commençait, en fait. Donc, je suis encore à l'ancienne mode, mais ça remonte à plus de 15 ans maintenant. Donc, j'ai connu du Xen sur Linux, j'ai connu les micro-P de Sun Microsystems avant qu'ils se fassent racheter par Oracle, quand ils ont commencé à faire tourner du x86 dessus. Donc, c'est là vraiment où on a commencé à faire des dual boot sur Solaris, a commencé à jouer sur du Linux avec des environnements desktop, mais virtualisés. Mais moi, je me suis arrêté là. Donc là, les amis, je vous parle d'un temps où mes procédures DR tournaient encore sur des serveurs physiques. Toi, peux-tu nous dire ce que pour toi cela a amené en termes de cybersécurité? C'est-à-dire résilience, disaster recovery, éventuellement, puissance. Tu es devenu architecte cloud en fait maintenant. Oui, effectivement. Alors, moi aussi, j'ai connu le monde un peu physique, 100% physique avec des serveurs, avec des data centers. Et effectivement, petite dédicace à un ami, Stéphane, avec qui j'ai travaillé beaucoup sur du disaster recovery dans le milieu Solaris. C'est un expert Solaris. On a fait énormément de choses, on a appris énormément avec cette personne. Et on Mhm. a fait des échanges, on a travaillé sur de la virtualisation. Et en fait, la virtualisation, c'était un petit peu le produit magique qui permettait de recréer un environnement pour créer une situation qui avait un client. Tu vois, par exemple, ah ben j'ai mon outil d'antivirus qui fonctionne pas, il y a quelque chose de bizarre dans la console, et puis Mhm. nous on pouvait, grâce à des produits, alors faciles d'utilisation comme les produits VMware, Workstation, hein, il y a très très longtemps, même la version 1, on pouvait très rapidement installer notre environnement, réinstaller un système, mettre en place le produit et voir comment ça réagissait. Et des fois, même assez souvent, on arrivait à reproduire la situation du client et on était capable de lui dire, euh, Monsieur, Madame, mettez en place ce petit patch Ouais, ouais. ou changez ce paramètre et puis ça va fonctionner. Donc, Donc, simulation ça a commencé comme ça. d'environnement, accélération pour le client, tu pouvais tester plein de choses du coup, sans devoir acheter de serveur. Ah oui, ça c'était vraiment super. C'est là que ça a commencé. Et puis après, effectivement, quand c'est arrivé dans les entreprises, bien après, c'était beaucoup plus simple. Euh, une machine virtuelle, c'est un ensemble de fichiers. Donc, si on repose des fichiers au bon endroit, qui sont dans le bon état, Mhm. les snapshots, c'est-à-dire quand on prend un instantané de l'état du serveur, eh bien, on arrive à faire des choses très intéressantes au niveau disaster recovery. Et on peut tester des choses. Donc, en tout ce qui est sécurité, et en particulier la partie A, donc la partie disponibilité, availability, Oui. là, on arrivait à faire des choses très intéressantes et surtout faciles. On pouvait donner la procédure à n'importe qui. Donc ça nous a facilité la vie, hein. Et puis il y a même des produits aujourd'hui qui sont basés dessus, qui créent des environnements à la volée et qui permettent de tester un script en environnement cloisonné et nous sortir des résultats. Donc Oui, en cybersécurité, c'est comme génial. Vim. Vim fait ça aussi, je Ah, pense. Ouais. Ouais, ça, alors j'ai eu oui, l'occasion de tester. Pas de déployer hein, perso, mais de gérer des DR où ils utilisaient Vim avec des réplications et on testait du coup de l'autre côté avec les tests fonctionnels. C'était magique, quoi. Moi, quand je me rends compte que je devais installer tout ça sur des serveurs, préparer du patching, c'était sur les vrais serveurs. Et quand on était encore chez Sun, mais ça remonte maintenant, 25 ans, on faisait des stress tests sur les machines clients. Donc le client avait sa machine qui faisait un hang. On savait pas reproduire le problème chez le client. On la mettait en lab chez nous, mais je te parle même de
de gros serveurs, hein, des bêtes qui pèsent 100, 200 kilos. Et on réinstallait l'OS, on testait tout à fond, mais tu voyais, ça nous prenait une semaine, quoi. Et c'était pas toujours reproductible non plus. Et donc ça frustrait, bah, nous et le client parfois, tandis que oui, avec une VM, tu peux décupler tout ça, moi je trouve ça génial, mais je suis un peu frustré parce que j'ai pas connu ce monde-là, donc je le comprends, mais c'est toi l'expert de ce côté-là, c'est pas moi. Mais bon voilà, j'ai aussi fait mon deuil. OK, tu as d'autres choses par rapport à ça, sur, l'évolution de ces VM? Tu as fait d'autres choses, suite à ça ou pas? Ah oui, on a fait plein de choses. En fait, tu vois, tu me dis que je suis l'expert, mais en fait, surtout en virtualisation et dans ce monde-là, Mmh. oui, je suis un éternel débutant. On en apprend tous les jours. Je me suis retrouvé avec des cas inimaginables, avec des orchestrations de plans de reprise grâce des machines virtuelles et des sites, des reprises d'un site à l'autre, avec une Complet? synchronisation avec des baies de stockage. Le site complet, donc complet failover d'un DC par exemple? Ah oui, oui, complet. Alors, des fois, c'était pas complet. On disait qu'on avait des machines d'importance qu'on devait récupérer. Et donc, il fallait configurer l'environnement pour que certaines machines ne redémarrent pas. D'autres redémarrent quand il y avait assez de puissance. Oui, 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 Et puis, oui. certaines devaient absolument démarrer Oui, oui, dans oui. un ordre précis. Oui, oui, oui. Ouais, je vois. J'ai eu ça sur, des salles, machines que nous on a dû arrêter. Bah, c'était le côté physique aussi, du coup, mais il y avait cette fameuse orchestration avec des gens qui n'avaient jamais préparé ça, donc des sysadmins qui réfléchissaient pas et qui disaient: «Bah, nous on avait déjà coupé le réseau par exemple et eux disaient: «Ouais, mais, maintenant je vais me connecter au terminal serveur pour arrêter mes machines». Je dis: «Mais non, Hein. tu as plus le réseau, donc tu dois aller dans le DC. Le DC est à 20 kilomètres. Pour te connecter au terminal serveur qui est dans le DC, tu vas faire comment? Enfin, toutes des choses comme ça. Heu, Après, quand c'était bien préparé, d'année en année, pour le même DC, on avait cette fameuse procédure et on en profitait quand on devait arrêter le DC pour documenter ça forcément, mettre à jour et faire notre plan DR, en fonction parce qu'on peut pas arrêter un data center comme ça, mais oui, orchestration, du coup, je vois très bien, les pas dire les ennuis, mais les contraintes. Et si tu as tes plans DR derrière qui sont pas bien à jour, ton plan d'orchestration qui est théorique au moment de le lancer et qui est super bien validé, bah, il suffit qu'il y en ait un qui ait planté quelque chose, tu as une machine qui démarre plus. Ouais, donc même avec de la Virtu, en fait, là, tu gardes, la contrainte de l'orchestration. Donc ça t'aide, mais même avec la Virtu, ça, c'est la même contrainte, je pense, hein. D'accord avec ça, hein? Bah, ouais, tout à fait. Et puis, tu sais, la virtualisation a apporté énormément de choses, de la souplesse et tout ça, mais en réalité, à partir du moment où on oublie les règles fondamentales, Mmh. bah, en fait, vertu ou pas vertu, bah, ça fonctionne pas. Quand je Non. donnais des formations sur VMware, ce que je disais souvent, qui faisait sourire mes stagiaires, c'était, tu sais, la machine est peut-être virtuelle, mais les problèmes sont réels. Ouais. Et donc, je disais, si ça fonctionne pas, l'argent que tu perds, il n'est pas virtuel. Enfin, techniquement, Ouais. pour nous, Oui, ou le manque à mais, gagner, ou le temps perdu, bah, il est perdu. ben, Heu, ben voilà. On avait aussi des cas où, j'ai eu plein de clients comme ça, où on se retrouvait avec, un avis, on m'appelait et puis on me disait, Eric, bon, là, on revient en arrière. Et comment ça? On retourne au physique. Bon, bon, bah, expliquez-moi. Alors j'ai eu des cas où la rigueur n'était pas respectée. On mmh testait des versions différentes et puis on disait, en vertu, ça fonctionne pas. Oui, mais tu testes une version qui est buggée, qui est encore en preview. Donc non, ça va pas fonctionner, ça va boucler. et Et puis ça et fonctionne moins bien. ouais, et ils auraient eu le Garde même la rigueur. problème, ils auraient eu le même Ben problème en oui, physique. Enfin, peut-être pas ce bien même sûr. problème-là, puisqu'ils n'auraient pas utilisé la même VM, mais ils auraient eu d'autres problèmes, manque de rigueur. Donc oui, c'est facile, ça va plus vite, mais si tu as pas de rigueur, de toute façon, ça marche pas. Et aujourd'hui, au fil des ans, tu es devenu architecte cloud. Bon, pour l'instant, principalement AWS. Mais tu restes à l'écoute des autres technologies également. Est-ce que c'est ta compréhension de la vertu qui t'a aidé, voire décidé à embarquer dans le cloud? Oui, alors effectivement, aujourd'hui, je fais bien du WS et beaucoup d'Azure aussi, puisque en fait, c'est arrivé par une prestation chez un client. Mmh. Un peu de Google aussi, même.
ça. J'aime bien regarder ce qui se fait un peu partout. Ah, Est-ce, est-ce que la virtualisation m'a aidé? Oui, pour la simple et unique raison qu'en fait, le cloud, c'est présenté comme un ensemble technologique. Non, le cloud, c'est un modèle. C'est un mhm, modèle d'utilisation de la ressource. Et ce sont des technologies sous-jacentes qui soutiennent ce modèle. mhm, À partir du moment où on estime qu'on doit se servir soi-même, aller chercher l'information sur une interface, demander de la ressource et d'ici quelques minutes, c'est disponible, que ce soit du serveur, de la base de données, du stockage, tout mhm, ça. mhm, Ah, il faut quelque chose en dessous qui automatise et qui fait que, bah, il y a un peu moins de personnes aux commandes parce que quand je vais demander un serveur, idéalement, j'ai quelque chose d'automatisé qui va me donner le serveur que je demande. Alors, je vais pas avoir une configuration exotique, mais mhm, je vais avoir quelque chose qui s'en rapproche. C'est la ressource sur étagère. On va aller chercher. Il y a de disponible. Et en fin de compte, la base de tout ça, c'est la virtualisation. Comme je disais tout à l'heure, une VM, c'est un ensemble de fichiers. Alors, si je demande finalement un ensemble de fichiers, qu'on sait me coller des fichiers quelque part, bon, ben, ça va fonctionner. Après, si j'ai les droits d'exécution, on me les donne à la volée et puis je lance le tout. mhm. Donc, la virtualisation, c'est quand même la base du cloud. Ouais. Donc, ça m'a aidé, évidemment. Et moi, je l'ai ressenti comme ça aussi dans le CICSP au fil des ans. C'est la fameuse certif, la Bible de 1200 pages, où quand tu sors de là, tu as l'impression de tout connaître, mais finalement, tu connais rien, parce que c'est une table de matière qui ne fait que grossir au fil des années. Justement, au fil des années, dans un des chapitres, on a vu qu'on venait du mainframe. Il y a encore des mainframes qui existent, j'en connais. On a évolué vers l'architecture entière, puis tout doucement vers la vertu. Donc, on voit vraiment l'historique arriver, la vertu, et puis le cloud. Sauf que dans CICSP, ils donnent pas trop d'infos sur le cloud parce qu'ils ont une autre certif qui s'appelle le CCSP, qui est agnostique aussi en fait de tout vendeur. Et donc, bah, ils ne voulaient pas tuer leur bébé. Mais on voit vraiment ce scaling et comment ce chapitre-là est construit sur les bases théoriques avec du réseau, forcément, qui est transversal, avec de l'IAM. Et eux aussi, dans la façon dont ils ont fait évoluer leur chapitre, on voit que c'est en scale, c'est avec différentes couches. Et je trouve que oui, c'est là où je me dis, euh, l'AVM finalement, enfin la vertu est une des bases du cloud parce que tu vois directement que dans le chapitre, alors je fais un peu de manière pragmatique, mais dans le chapitre, ce qui suit, c'est le cloud. Et voilà, ce que j'ai aussi entendu, c'est que pour un hôpital notamment, avec lequel je travaille, eux, ils ne veulent pas du tout aller dans le cloud et ils ont expliqué des problèmes de latence. Ils disent, voilà, on doit faire des IRM, il y a des examens en cancérologie, que sais-je, c'est des... On n'est même pas la taille du volume. Ils disent, on peut pas se permettre de mettre ça dans le cloud parce que on en a besoin de ça à l'instant T. Et donc là, on est trop tributaire du réseau, donc ils ont leur propre réseau, leur propre data center avec 800 machines. Mais eux, c'est stratégique. Je dis pas que tous les hôpitaux font ça, hein, mais celui avec lequel j'ai eu l'occasion de travailler, ils le font. Et après, le reste, ils restent maîtres. Et alors, ils ne cachent pas le fait qu'ils ont des VM. Donc, ils ont des VM, hein, forcément, mais ça reste chez eux. Donc, tu vois, et moi, j'étais assez étonné avec eux parce que c'est les premiers qui disent on va pas dans le cloud. Alors après, oui, ils ont des petites applications SaaS, comme tout le monde, mais qui sont plutôt pour les non opérationnels, c'est-à-dire en dehors de l'hôpital. Donc, je pense qu'on va encore avoir des vagues qui vont revenir. Et aujourd'hui, tout entrepreneur dans l'IT, tout analyste ou même tout développeur qui ne maîtrise pas la virtualisation, honnêtement, je pense qu'il est mort. T'es d'accord avec moi? S'il maîtrise pas ça, Et, ouais, il a ça un va être minimum compliqué. à connaître. Mais Ça c'est va être compliqué. effectivement, ouais, je suis d'accord avec toi. Ne serait-ce que savoir ce que c'est et savoir ce que ça implique. Par exemple, un développeur qui n'a aucune idée de ce que c'est qu'une machine virtuelle, il se peut qu'un jour il ait un problème il a un problème dans son code. Il se peut qu'un jour il se dise bon bah on va le faire tourner soit dans des VM, soit dans des conteneurs, mais il faut qu'il ait une petite idée de la technologie sous-jacente qui Ouais, va permettre de des fois faire des adaptations et comprendre pourquoi ça marche pas. Parce ouais, ouais. que des fois ça fonctionne pas à cause de ce qu'il y a en dessous. Moi, j'avais ça en assembleur à l'école, mais ça remonte, hein. Mais je me rappelle, j'avais un 486 à la maison. Je Ouais. codais chez moi, c'était nickel. Je suis arrivé à l'école, je le mettais sur un autre 386, ça marchait pas, c'était pas le même micro P,
et j'avais pris en fait des codes qui étaient trop précis par rapport à mon propre micro-P. Donc j'avais déjà optimisé mon code et c'est là où tu te rends compte que bam, ça ne marchait pas. Donc ça m'a appris à coder différemment. Bien sûr, on était loin de la vertu. Mais en fait, ce que tu expliques là, oui, si le développeur euh, travaille uniquement dans son sandbox et pense que ça va marcher même en test, il se met le doigt dans l'œil. Et ça, je l'entends encore souvent hein, avec les clients chez qui je travaille. C'est parfois même le DevOps qui doit venir tripatouiller le code du développeur alors qu'il tourne sa propre machine sur sa propre VM en local. Il dit, ouais, mais chez moi, ça marche. Ça, c'est aussi un Ouais, réflexe du toujours. développeur. Chez moi, ça marche, ou sur ma bécane, ça marche. Je comprends pas pourquoi ça marche pas dans l'environnement de test. Bah, rigueur, 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 rigueur. Euh, Attends, je vais peut-être réagir à ce que tu dis. Il y a- Ouais, tu m'as parlé de l'hôpital. Aujourd'hui, j'estime que il y a un seul modèle de cloud. C'est le cloud hybride. Voilà, mhm. c'est-à-dire un peu chez nous, et puis un peu à l'extérieur. Ceux qui assument le fait de dire non, moi j'y vais pas, c'est qu'ils ont étudié la chose et donc c'est bénéfique. Aujourd'hui, avec les problèmes de sécurité qu'on voit apparaître de plus en plus aujourd'hui, c'est juste un modèle. Donc OK. C'est OK d'utiliser une partie des services dont on a besoin et de pas tout mettre là-dedans. Oui, je suis assez d'accord aussi avec toi parce que je pense plus loin en termes de continuité d'activité. Euh, et c'est pas euh, c'est pas l'entreprise qui doit s'adapter au cloud. Et pour moi, l'entreprise, comme tu dis, doit faire son marché, optimiser là où elle sait optimiser, mais pas tout mettre dans le cloud. Tout comme je dirais, ne pas tout mettre dans un data center non plus, parce que je pense résilience, je pense continuité d'activité. Les clouds qu'on connaît aujourd'hui, bah, ils sont quand même de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a une partie géopolitique qui rentre en ligne de compte. Il y a eu récemment un blackout total au Portugal euh, sur une panne de courant qui finalement a été induite apparemment à cause de l'Espagne. C'est super. Si on a tout dans le cloud, c'est génial. Mais j'ai pas de courant. Je fais comment? Donc c'est cet état d'esprit-là. C'est dire le cloud pour moi fait partie de la résilience et doit faire partie d'une stratégie qui va au-delà de la sécurité de l'information, mais qui va vraiment sur la continuité d'activité. Et après, je sais que les sociétés sont limitées également par l'argent, les investissements. Et j'ai pas encore vu, en tout cas aujourd'hui, une société qui est par exemple chez AWS, qui est à la fois chez Google et qui est à la fois, en tout cas pour les mêmes applis, et qui est à la fois chez Microsoft. Ça coûterait tellement cher et le coût en maintenance de ça, je le vois pas. Euh, Par contre, je ne sens pas un recul par rapport au cloud, mais les gens commencent à penser un peu plus hybride, comme tu dis, et pensent un peu plus résilience que dire, ah, ok, j'ai fait du lift and shift, comme certains font. Ils pensent que tout est dans le cloud quand ils ont migré, sauf que non, il y a la gouvernance, il faut continuer à mettre à jour, ça ne s'arrête pas, hein. La migration ne s'arrête pas une fois que c'est dans le cloud. Et ça, bon, je vais pas dire beaucoup de mes clients, mais quelques-uns de mes clients n'ont pas cette maturité-là au niveau du cloud et ils font la plupart du temps du lift and shift. Ça y est, on a migré la salle machine, c'est dans le cloud, c'est nickel, le projet est terminé. Non, non, il faut, c'est non-stop. C'est un peu comme l'ISO, c'est non-stop. Mais ils n'ont pas la maturité ou ils sont pas bien accompagnés avec des architectes, je veux dire, comme toi ou autre, quoi. Donc, comme tu dis, hein, l'entreprise doit faire son marché. Et il y a du positif dans le cloud, il y a du négatif. Il faut vraiment partir des risques. Et ce que je vois aussi maintenant avec l'IA, euh, l'IA révolutionne notre monde, mais l'IA va aussi révolutionner, pour moi, le monde du business continuity, euh, parce que ça peut nous aider à développer certaines choses et à penser différemment. Euh, et le cloud, du coup, pour moi, est aussi vu comme une stratégie de repli, de résilience. Mais évidemment, si je mets tout dans le cloud, et que je ne sais plus accéder à mes données, même si on fait confiance à des AWS, même si on fait confiance à la géopolitique, c'est pas ça que je mets en cause. Si demain j'ai plus Internet, qu'est-ce que je fais? Starlink?
C'est Et- voilà, Mais c'est ça. imagine que tout fonctionne bien, mais même imagine que tout fonctionne bien. Une des premières choses que dit le directeur technique d'AWS, le docteur Vogels, don't trust us. Non mais voilà, il dit everything fails all the time. En Ouais, gros, il dit il y a tout qui va. C'est pas une question de si, c'est une question de quand. ouais, c'est Même question chez de temps. nous, ça va se casser la figure. Et pour ceux qui ont une stratégie, c'est même pas une stratégie, mais pour ceux qui disent je vais migrer dans le cloud et qui s'arrêtent au lift and shift, ou entre architectes, ce qu'on dit, c'est, OK, si ta stratégie elle s'arrête là, c'est du lift and shift. Parce qu'en fait, à la fin, tu sais plus quoi faire avec. T'as un gros tas de mouise et t'es là. OK, c'est dans le cloud et dans 3 ans, tu pleures parce que tu regardes la facture et il s'est rien passé de mieux, en fait. J'ai eu un client qui a fait ça et il a, ils ont migré une ancienne salle serveur. Ils ont tout migré, mais sans réelle analyse BCP, BIA, Business Impact Assessment, etc. Ils ont dit, bon, on va tout migrer. Et après, ils ont reçu la première facture. Et pourtant, ils ont pris un intégrateur, hein. Et ils ont reçu la première facture. Et là, le business a dit, c'est trop cher. Mais là, l'intégrateur leur a posé les questions, mais ils se sont dit, bon, on verra bien. Et l'intégrateur n'est pas business. Donc, eux, ils exécutent ce qu'on leur dit. Donc là, ils ont manqué, ils ont appris. Et maintenant, bah, ils ont coupé toute une série de services. Et, et voilà. Mais je parle quand même d'une petite société, enfin petite, ils sont 60, une société qui a quand même plus de 30 ans d'existence, donc tu vois, assez, on va dire, résilient, ou alors qui est passé au travers des choses, mais ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Et bon, pour eux, c'est pas la question de revenir en arrière non plus. Salle était vétuste, ils devaient la migrer, et ça correspondait à un risque. Donc, on a clôturé un risque chez eux, la vétusté de la salle, et je leur ai dit, faites gaffe, vous allez vous choper des nouveaux risques avec le cloud. Moi, je suis très bien avec ça. C'est pas négatif de dire vous allez avoir des nouveaux risques. C'est Non. juste leur montrer que il y a un nouvel actif, ou il y a un nouveau projet. Chaque projet a ses risques. Est-ce que vous avez bien pensé à ça avant d'y aller? Et voilà. Et puis maintenant, entre guillemets, c'est trop tard pour eux. Ils vont pas revenir en arrière. C'est pas le but. Mais c'était pas préparé comme cela devrait. Et en plus, ce dont on vient de parler là, c'est une belle intro pour la question suivante. Tu fais de la FinOps. Peux-tu nous expliquer ce que c'est et en quoi cela consiste? J'ai notamment quelques clients qui ont migré vers du cloud sans cette couche d'orientation, et je pense que cela aurait pu leur servir en fait avant de migrer, en termes de coûts notamment. Toi, c'est quoi ton avis? FinOps, déjà, bon, c'est des mots à la mode, hein. On a tous entendu DevOps, Ouais. SecOps et tout ça. FinOps, c'est Financial Operation. En gros, c'est un suivi financier qu'on met en place. Mhm. Parce que dans le cloud, on nous a vendu que c'était simple. Et C'est ceux qui marketing, font ça, du hein. business savent que notre métier, c'est finalement cacher cette complexité au client et la gérer. Lui dire, bon, elle existe, mais je vais la gérer pour toi par Mhm. rapport à ce que tu m'as demandé. Et ça, c'est le boulot d'architecte en général. Le FinOps, en fait, il y en a beaucoup qui pensent que, bon, le but, c'est de diminuer les factures. C'est un des effets. Mhm. Mais le FinOps, c'est simplement de comprendre que on doit travailler pratiquement au jour le jour pour comprendre les modèles de tarifs, les modèles de facturation et faire au mieux et comprendre en fait comment on dépense. Moi, Ouais. pour ça, moi, j'aime bien le hip-hop, donc j'utilise un petit peu le titre du premier album de 50 Cent qui n'était pas connu, qui s'appelle Power of the Dollar. Est-ce que Mhm. vous devez travailler là-dessus? C'est la puissance du dollar que vous dépensez. Qu'est-ce qu'il gère? Qu'est-ce qu'il génère à la fin? Vous suivez chaque dollar que vous dépensez, ou chaque euro que vous dépensez. Suivez-le. Si à un moment donné, il arrive dans un trou noir, c'est que cet euro que vous avez dépensé, ben, il sert à rien. Donc ne le dépensez pas. Le FinOps, c'est de connaître Mhm. l'environnement, savoir ce qu'on veut faire et s'adapter pour utiliser les meilleurs modes de fonctionnement, les meilleurs modes de facturation. Acheter en gros ou pas, acheter à l'avance ou pas, s'abonner sur 1 an, 3 ans parce que ça va nous coûter moins cher ou Mhm. pas. Et c'est aussi le fait d'éviter de tomber dans le piège de l'illimité. Tout le monde connaît le forfait illimité avec le téléphone. L'exemple que j'utilise souvent quand je donne des formations FinOps ou quand je fais Mhm. du conseil FinOps, c'est OK, vous avez un forfait téléphonique à 2 heures et il vous coûte 10 euros par mois.
Mais à côté de ça, on vous vend un forfait illimité à 20 euros par mois. Limité, vous pouvez utiliser 10 heures, 30 heures, ça va vous coûter 20 euros par mois. Et il y en a qui vont se dire, ah, mais en fait, je vais utiliser le forfait illimité parce qu'il me coûte 20 euros. Tu te rends compte? Ben, la Il bonne en a pas façon de besoin. voir les choses, Il en a c'est pas plutôt besoin. de se dire, bah oui, c'est est-ce que j'en ai besoin? Si j'utilise moins de 2 heures, l'illimité à 20 euros ne me sert à rien. Donc, je dépense 10 euros par mois pour rien. Et c'est Mmh. ça l'important. Mmh. En fait, et pour continuer et répondre à la deuxième question que tu m'as posée, c'est quel est ton avis là-dessus? Ben, en fait, pour moi, aller dans le cloud sans la démarche FinOps, c'est organiser un anniversaire sans gâteau. Ben, ça marche pas. Tu vois? c- Ça marche pas. La personne qui est concernée par son anniversaire, elle a pas de bougie, elle a pas de gâteau, eh ben, il manque quelque chose. Et même si c'est super la fête, eh ben, on se sent pas bien. Tu le gâteau, mais pas les invités. Il manque un truc fondamental. En gros, moi, j'estime, je trouve technologiquement c'est génial, mais je trouve que l'argent, il est mieux dans la poche de l'entreprise, du client, Mmh. que dans la poche d'Amazon, de Microsoft ou ainsi de suite. Et Bezos, il est assez riche, hein. Oui, oui, Donc, oui, oui, oui. ça suffit. En fait, on va lui donner l'argent qu'on doit lui donner et pas plus. C'est le patron d'Oracle maintenant qui est premier. J'ai lu ça hier ou avant-hier. Mais Oracle aussi a son Ouais. hyperscaler maintenant. Bah oui, oui. Donc, et qui est bien fait. Ils ont racheté plein de technologies et aujourd'hui, ils ont quelque chose de correct. Tout le monde a compris. Tous ceux qui ont de l'argent ont compris qu'en fait, il fallait proposer l'hyperscaler parce que tout le monde aura besoin de ces ressources. Et Mmh. donc, ce qu'on fait, c'est, pour moi, le FinOps, c'est où est-ce que tu mets l'argent? Si t'as pas besoin de le dépenser, ne le dépense pas. Si tu as Mmh. besoin de le dépenser, par contre, dépense-le, justifie le travail en architecte, Mmh. récupère un besoin et apporte une solution. Ça demande une compréhension du coup du métier. Et à mon avis, côté architecte, vous êtes peut-être considéré comme étant trop technique par rapport au métier. Et donc le métier ne vous écoute pas. Alors que vous avez des tonnes de bons conseils à leur dire. Je pense que la FinOps peut être la synapse qui fait vraiment l'interface entre les couches basses d'architecture et les couches hautes dans le management. Mais il faut aussi que le métier sorte de son bureau, se mouille, s'intéresse au cloud. On n'en prend pas des experts, c'est pas le but, mais s'intéresse et comprendre où est votre valeur ajoutée en étant architecte dans le FinOps. C'est pas faire que tout se passe bien, c'est faire au mieux pour des besoins qui doivent être alignés sur ce que le client interne veut. Après, il y a beaucoup de clients qui savent pas ce qu'ils veulent, même en Oui, interne. des fois, c'est pas, alors effectivement, des fois, c'est pas réaliste, mais on les guide pour ça. Et j'ai un client chez qui je suis depuis longtemps qui me fait confiance là-dessus. Et je les remercie pour ça. Je travaille avec le métier. Je fais partie d'une équipe et on travaille avec les métiers. On va les Mmh. voir, on discute avec ces personnes et à un moment donné, enfin, ça m'est arrivé souvent, à leur dire, ah, tu sais, je comprends pas ta business logique. Est-ce que tu peux faire un schéma, que je comprenne Mmh. un petit peu ce qui se passe? Je veux faire ci. Non, non, parle pas de technique, on va en parler après. Dis-moi comment ça fonctionne. Donne-moi la cinématique. Et à force, il y en a qui ont pris l'habitude et on fait des choses beaucoup plus intéressantes dans le sens où on se dit, OK, on est parti du besoin, on veut faire ci ou ça. Et tu vois, là, ton besoin et ben, je sais que je sais faire quelque chose avec Mmh. et je sais te proposer les services sous-jacents. Et à partir de maintenant, tu as un besoin qui est réaliste et on arrive à mettre en face les bons services et donc la facture, on sait la justifier. C'est ça le FinOps. Je vois pas beaucoup de formations FinOps, j'en vois pas beaucoup, alors qu'il y a vraiment besoin. Donc, on va scruter ça dans les mois qui viennent, voir si les gens comprennent. Maintenant aussi, on vend pas, hein, le but n'est pas de vendre de la formation FinOps, c'est pas ça, c'est pas le but du podcast, mais ça peut les aider. Ça peut être un accompagnement pour comprendre justement les difficultés qu'ils auraient à aller seuls ou aller avec un intégrateur qui n'a pas du tout le mindset FinOps et qui est là pour, tiens, ben, je fais de la presta, super, j'ai vendu 20 jours, on a gagné, le projet est terminé, appelez quelqu'un d'autre. Voilà. Euh, ouais, du coup, moi, je vois la position FinOps aussi comme n'étant pas, ça peut être de l'accompagnement, mais je la vois surtout en interne. Il doit y avoir un besoin en interne qui est créé, donc avec un architecte, un ou une, hein, Mais
il y a, il y a aussi des femmes dans l'IT, trop peu. Et on a besoin de tout le monde. Mais si la position était internalisée sur le long terme, c'est intéressant. Et je vois un peu ça aussi avec l'agilité. Et ça va Mais faire la justement, transition. c'est ce que je voulais te dire, c'est qu'en fait, les formations FinOps dont tu parles, elles existent, mais il y en a pas beaucoup. Mhm, Effectivement, elles vont pas, on n'est pas, on leur donne pas exactement ce dont ils ont besoin, parce que en fait, ils ont besoin de faire le lien avec ce qu'on doit faire mhm, et ce qu'on peut faire. C'est finalement, et c'est ce qui m'arrive régulièrement, c'est que en fait, c'est du coaching parce que c'est personnalisé aux besoins et à la situation du client. Je fais beaucoup de coaching comme ça. Je suis mhm, même partenaire avec un éditeur de produits FinOps, mhm. d'accord? Et je travaille avec eux pour leur donner en fait cette vision métier qu'ils ont, mais qu'ils ont besoin de voir évoluer parce qu'ils développent dans leur coin. Et C'est ils ça. ont besoin d'avoir ce lien avec quelqu'un du terrain. Donc c'est bien ce qu'ils font. Tout le monde le fait pas. Mhm, Mais vraiment, vraiment, ce qui marche aujourd'hui, quelques formations sont pas à mettre de côté, mais c'est du coaching mhm. parce que vraiment, on se retrouve avec des personnes qu'on doit écouter, qui des fois ont des doléances, qui comprennent pas ce qui se passe et on doit leur dire attends, calme-toi, je t'écoute, je suis à ta disposition et on va discuter ensemble des solutions qu'on a ouvertes et on va voir si on en garde certaines, si on en ajuste d'autres. Donc je t'écoute, on travaille ensemble pour trouver quelque chose qui va convenir et que tu pourras justifier. Tu vois, j'ai lâché le mot agile, ce qui fait une transition sans le vouloir. Tu es aussi agilopathe. Donc, euh, qu'est-ce qui ne marche pas avec les méthodes agiles dans les entreprises et pourquoi, à ton avis? Et c'est quoi un agilopathe? Déjà, effectivement, bon, je suis aussi agilopathe parce que je dors pas bien la nuit, donc il faut bien apprendre des choses. Euh, et Encore un puis non, mais fainéant. bah oui, mais plus sérieusement, euh, en fait, ça m'a beaucoup aidé dans toutes mes missions, parce que à l'origine, l'agilité, c'est basé sur un principe simple, c'est du bon sens. Mhm, Et c'est d'être capable de changer de direction si on s'est planté, c'est d'accepter de se planter rapidement, le fail fast, ce genre mhm, de choses-là. Et après, il y a différentes organisations et des cadres de travail. Et en fait, ce que je vois, c'est que les cadres de travail, les fameux frameworks, sont intéressants et sont souvent bien faits, bien pensés, mais c'est assez difficile finalement de faire correspondre une entreprise avec les personnes, avec sa culture et tout ça, et de mhm, les faire rentrer un petit peu au forceps dans un cadre. C'est ça qui se passe. En fait, ce que je vois, sans critiquer gratuitement, c'est que il y a certains frameworks. Moi, je pense qu'on devrait utiliser une partie. Il y a des choses qui sont très bien faites et qu'on devrait lâcher le reste très simplement. Il y a des grosses entreprises qui vont utiliser certains frameworks et qui vont absolument mettre en place le vocabulaire et les instances et une sorte de gouvernance. Mais en réalité, l'agilité, quand on va vraiment au bout de l'agilité, bon, bah, on voit que il y a des niveaux de management qui sont pas nécessaires. L'agilité va prôner les gens avant tout le reste. Et, et finalement, normalement, on va vers comment dirais-je, l'autonomie mhm. et la responsabilisation des personnes. Quand on a des managers qui veulent pas lâcher, qui disent c'est moi qui décide, tu fais ça, C'est les gens, anti-agile, hein. malheureusement, c'est ça. Donc en fait, l'agilopathe, dédicace à Mise, C'est pas une maladie, c'est quel, rassure-moi. comment? C'est pas une Comment? maladie. Non, 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 c'est pas une maladie. C'est justement euh, l'idée qu'on va aider les entreprises à se Mhm, soigner grâce à leurs propres ressources. Donc, on mhm, va aller interroger, travailler avec les personnes pour tirer ce qu'ils ont en eux, d'accord, et aider à, entre guillemets, soigner l'organisation en étudiant les tendances des personnes et l'organisation elle-même, parce que des fois, le cadre fait qu'on se sent pas bien, fait qu'il y a des choses qu'on garde à l'intérieur. Voilà, et ça, en fait, ça permet d'avoir, là, ça se base sur, ça va chercher ailleurs aussi avec de la communication non violente, ce genre de choses-là. ouais. C'est vraiment d'être à l'écoute, d'avoir une posture qui permet
d'avancer sans jugement. Voilà. Bon, sans jugement, l'idée c'est vraiment que bon, si on en a au début, on a encore ce réflexe de le garder pour soi, faire la poker face, se dire bon bah ok, non mais ça commence comme ça et puis après au Ouais, bout d'un moment, le jugement on l'a plus puisque en fait on se met à la place de l'autre et on essaie de comprendre ses difficultés. C'est associé à des principes qui sont très très vieux, hein, qu'on applique aux enfants. Montessori, d'accord, ouais, le docteur qui a pédagogie. travaillé sur tout ça, en fait, toute la pédagogie en fait qu'il y a derrière, l'agilopathe va utiliser un petit peu justement ce qui a été proposé par le docteur Maria Montessori. Mmh. D'ailleurs, aujourd'hui, quand vous allez voir sur le site des agilopathes, on propose Montessori Extended, ça veut dire étendu aux entreprises, aux adultes. Mmh. Et vraiment ça, en fait, ça me permet, moi, en tant qu'architecte, FinOps, ce qu'on veut, d'éviter de rentrer dans une case et de me mettre dans la posture, en fait, où j'écoute vraiment beaucoup les autres. Et j'aime beaucoup écouter. Bon, là, je parle, mais j'écoute beaucoup pour proposer des solutions et de me mettre aussi en doute. Parce que moi aussi, je peux me planter quand je propose quelque chose. Oui, oui, oui. Moi, c'est ce que je dis à mes clients, je vous pose j'ai pas la vérité. Eh oui. Au fil des ans, quand j'étais plutôt tech, je disais: «C'est moi l'expert», enfin, je le disais pas comme ça, mais: «C'est moi l'expert, j'ai la vérité, et donc je te dis de faire ça, parce que je sais que l'application de telle commande fait ça, tel résultat». Mais je pensais pas business. Donc oui, je continue à dire que j'avais la vérité. La différence, c'est qu'aujourd'hui, en ayant fait différentes analyses de risques, au fil des ans, bah, je propose, plusieurs vérités. Et c'est le business qui choisit, la meilleure vérité. Et la vérité peut être revue à intervalles réguliers. Donc ça, je te parle des risques, mais la vérité peut être revue parce que ça ne correspond plus au business ou et tout ça peut évoluer. Donc je suis beaucoup plus prudent en disant: «Finalement, moi, je suis là pour apporter des solutions, pour les aider, pour être facilitateur, et ils pourraient très bien venir avec autre chose». Je l'ai encore eu cette semaine avec un client, hem, qui voulait, ouais, je parle un peu RGPD ici, il voulait absolument mettre, les photos des personnes avec nom et prénom, ou même ne pas les photos des personnes, mais uniquement nom, prénom, fonction sur le site web. Et directement, j'ai réagi: «Attention, est-ce que les personnes sont au courant? Oui, non». Après, c'est pas avec moi qu'il va avoir des soucis. Et puis, on en a discuté avec le DPO, donc le délégué à la protection des données, heu, où cette personne-là voyait d'autres risques. Moi, je dis: «Je m'en fiche, je suis pas là pour bloquer». Par contre, si tu me mets des gens et admettons qu'ils soient d'accord, qu'ils ont donné leur consentement positif éclairé et tu mets des gens sur le site, moi, je dois mettre à jour mon joiner, mover, leaver parce que je peux te mettre un bot sur ton site. Je sais que telle personne est arrivée, je sais que son adresse mail c'est comme ça. Bam, premier jour, je lui envoie un phishing. Donc Bien je sûr. pensais comme ça. Et la personne pensait dans son coin en silo. Ah, j'ai pas vu ça comme ça. Je dis non, c'est pour ça qu'on a un comité de direction pour prendre les projets dans le comité de direction et que chaque expert autour de la table dans son métier vient dire moi je pense à ça, je pense à ça. Vous êtes d'accord? On gère le risque entre adultes derrière. Et puis derrière, je lui ai expliqué, je dis: «Tu vas comme ça, je vais considérer que c'est bon, et que ça va être accepté. Je tune et voici le risque et voici la mitigation qu'on met». Et moi, ça me va, c'est son business, c'est lui qui a décidé et au début, cette personne-là me prenait en grippe parce qu'il me dit: «Tu bloques». Je dis: «Je ne bloque rien du tout. Mais pas du tout. Je t'explique les risques que moi je vois» et peut-être que ce sont pas des risques qui vont être acceptés au CODIR. Il y a des fois, je présente des risques au CODIR, ils me disent: «Avec quoi tu viennes?» Je dis: «OK, voilà». Mais je continue à dire, même quand je suis pas d'accord, on peut très bien ne pas être d'accord et s'apprécier et c'est à eux à me dire: «Oui, mais ça n'arrivera jamais». OK, parce que si je suis là et qu'ils me prennent comme consultant et que je ne dis plus rien, je sers à quoi? Voilà. Oui, il est là le souci. C'est vrai que notre boulot, c'est de parler, en fait. C'est de dire quand il y a quelque chose qui nous semble un peu bizarre et d'expliquer. Mmh. Après, si on me dit non et qu'on a pris en compte, c'est bon. Oui. Mais si on se dit, bah, finalement, on dit rien, là, ça pose un problème. Effectivement, je pense que on a besoin justement d'assainir cette communication Mmh. et assainir la communication, et ça, c'est intéressant pour la communication non violente aussi, c'est de dire ce qui doit être dit. Oui. C'est-à-dire que ça peut être perçu comme violent, Oui. mais on le dit pour l'autre. Oui, oui. Bah, il faut que l'autre ait une Il certaine faut le faire. maturité Ben, et ne le évidemment, donc prenne faut le pas préparer. ne le prenne pas de manière personnelle.
parce que ça peut blesser certaines personnes, ça peut blesser leur ego. Donc il y a des choses que je sais que je vais dire avec les personnes, parce qu'au fil des ans, on devient psy aussi. Je suis pas Mhm. psy, loin de là, mais heu, tout ce qui est CNV, donc communication non violente, PNL, tout ça aide beaucoup à justement faciliter. Alors les méchants, les détracteurs diraient qu'on est des manipulateurs, mais c'est pas de la manipulation, mais il faut quand même bien comprendre comment les personnes fonctionnent pour réussir à les faire aller dans la direction que tout le monde ait envie, enfin, pour laquelle, il y aura le moins de heurts, on va pas les blesser. Ceux qui prennent tout systématiquement au pied de la lettre, j'ai appris à travailler avec eux, je sais que je vais pas leur écrire un mail, je vais d'abord aller leur en discuter et leur expliquer pourquoi ils vont recevoir le mail. «Ah, pourquoi tu m'as envoyé un Ouais, bien mail?» sûr. «Mais parce que j'ai besoin d'une preuve d'audit». J'ai fait ça avec je lui ai dit: «Écoute, j'ai besoin de revoir tel process avec toi, ne t'inquiète pas, on le revoit, tu me dis quand tu veux». Je dis: «Je t'envoie une invitation avec ça et ça et ça, j'ai ma preuve d'audit». On a revu le process. On a d'abord revu le process ensemble et donc je lui ai expliqué. Avec une autre personne, je vais faire autrement, donc je m'adapte. Je m'adapte, je suis un caméléon et ouais, c'est un peu ça. On est dans un métier qui, globalement, on ne fait pas que de la technique. On ne fait pas que de la technique.